Vous savez, plus je regarde Money Night Raw chaque semaine, plus je me rends compte que le tout premier show qu'on a eu au début de l'année était exceptionnel. Vous rappelez-vous, c'était le show où il y avait le match de championnat entre Seth Rollins et Austin Theory, qui était franchement très très bon parce que ces shows-là qui sont exceptionnels d'euros, qui sont rares, sont dans l'obligation de contenir au moins un segment marquant du show. 3 heures à tenir, c'est énorme. Donc pour que ce soit plutôt efficace, pour qu'on rappelle de ce show, pour qu'on passe un bon moment, il faut qu'il y ait au moins un segment exceptionnel. Euh, Spoiler alerte, cette semaine, il n'y a eu rien du tout d'exceptionnel. Ce show était long, ce show était laborieux, ce show était parfois... Non, on n'a jamais été catastrophique, mais manquait de star power. Tout le star power était contenu dans un main event un petit peu chaotique dans les 30 dernières minutes du show. Les 2h30 restantes contiennent beaucoup de fillers, d'élévation de stars. C'est très laborieux. Gros manque là-dessus, mais vous inquiétez pas parce que la semaine prochaine, l'Euro sera normalement plutôt bon. Vous qu'on voit le programme du prochain Raw, c'est digne d'un programme de pay-per-view. Donc, avant de s'atteler à ça, parlons segment par segment de ce show, en commençant par l'ouverture. Les Usos vont confronter le Judgment Day. Donc on a effectivement les Usos de SmackDown et Solo Sikoa qui ouvrent le show de Raw. Ça commence à devenir une habitude maintenant. Et il précise du coup que la semaine prochaine, il y aura une cérémonie samoane pour que les anciens samoanes reconnaissent Roman Reigns comme le chef tribal, comme le chef de la tribu. Donc voilà, c'est une bonne annonce, ça risque d'être un segment hyper intéressant, Kevin Owens va intervenir sans aucun doute. Voilà, donc on est là-dessus, ils disent que c'est eux qui sont responsables de Raw, que c'est les leaders un peu tout ça. Le Judgment Day arrive et disent que c'est eux, au contraire, qui sont au-dessus de Raw. Bref, on a une confrontation qui est assez classique, où Dominique va commencer à se vanter, à dire qu'il va les terminer, qu'il va leur casser la gueule. Les Usos, de manière très legit, se moquent de Dominique. Hein. Eux, ils rappellent leur cursus, ils ont laminé toutes les équipes de WWE, absolument toutes. Donc voilà, on est sur un truc assez classique et on termine sur un face-off entre Solo Sikoa et Rhea Ripley et ça c'était plutôt stylé, les deux c'est clairement les deux qui se dégageaient de la plus grosse électricité de tout ce segment qui nous a permis de un peu de nous exciter parce que tout le reste était extrêmement classique. Donc voilà, tout le monde se met dessus, voilà, ça se pousse à la gueule encore une fois. Solo et Rhea se font un face-off, Solo est à deux doigts d'exploser la gueule de Rhea. Mais Mustafa Ali qui sort de nulle part commence à agresser Solo Sikoa. Voilà, c'est logique, tout ça est logique. Mustafa Ali, il y avait tout un build-up comme quoi il voulait casser la gueule à Solo. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'était un opener de Raw pas vraiment excitant. Heureusement, Rhea et Solo ont permis cette petite étincelle, ont permis à ce segment d'être un petit peu spécial, mais en étant en face d'un opener de Raw tout à fait classique. Non, attends ce match, je me demandais contre les Usos, ça peut être quelque chose de sympa. Mais on enchaîne tout de suite avec Solo Sikoa qui affronte Mustafa Ali. Et oui, c'était un match qui était prévu dans la carte, un petit match qui était en soi un squash glorifié. Ça fait plusieurs fois que Solo Sikoa a des squash glorifiés à Monday Night Raw. C'est devenu une habitude aussi, c'est pourquoi pas, ça fait un beau leitmotiv, ça fait un bon match qui revient tout le temps. Donc, pourquoi un squash glorifié? Parce que Mustafa Ali est quand même assez établi, mais personne ne croit Mustafa Ali, maintenant c'est trop tard pour lui. Il dégage pas de pop, mais tout comme Dolph, tout comme Dumph, il vend suffisamment bien pour mettre en avant Solo Sikoa et ses offenses extrêmement brutales. Mais bon, malgré tout ça, j'ai quand même des choses à dire sur ce match, il m'a pas vraiment plu parce qu'il y a eu beaucoup de choses fait exprès. Dans un premier temps, on va voir Solo Sikoa qui va se prendre un coup de Mustafa Ali et qui va tomber extérieur du ring, et ça faisait extrêmement fake, je sais pas si vous vous rappelez de ce segment, mais rematez-le pour voir. Ça fait... Quand c'est très fake, ça sort direct du match, je trouve. Quand tu sens que le mec, ah merde, je vais sortir parce qu'après il va me sauter dessus, la force n'est pas assez puissante, du coup je vais me sortir tout seul en fait, en quelque part. Et ça enlève beaucoup de crédibilité à la chose. Et là-dessus, alors que Solo contrôle le match, la Bloodline va arriver. Et quand elle est arrivée, je me suis dit, pourquoi elle arrive? Pourquoi Solo contrôle le match? Chaque semaine, ils arrivent pas et Solo termine sans problème. Pourquoi là, ils arrivent? Et bah, uniquement pour donner raison à Kevin Owens d'intervenir, d'attaquer la Bloodline. Mustafa va en profiter pour reprendre un peu le dessus, mais Solo va vite le calmer, gagner le match. Et à la fin, Kevin va continuer à attaquer Solo, les Usos, etc. Voilà.
À la fin, Kevin Owens est prêt à se venger, à faire le même spot que Solo lui avait fait à SmackDown face à Sami Zayn, mais il n'y arrive pas, les officiels arrêtent Kevin Owens, la Bloodline se retire, Kevin Owens est énervé, on continue à builder, mais tout ça faisait très forcé. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de faire tout ça, ça fait encore un peu de déjà vu, mais encore une fois, je les comprends, parce que sinon, c'est l'autre qui fait déjà vu, c'est le fait que Solo Sikoa écrase la compétition. Mais honnêtement, peut-être que ça aurait été plus efficace. Pas de Bloodline, juste Solo contre Mustafa Ali, peut-être que ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Donc, beau dommage, beaucoup de forcing, et ça ne va pas s'arrêter là, croyez-moi. Et on arrive à un segment qui a fait beaucoup parler de lui et en pas très bien. Je ne parle jamais des promos vidéo, etc. quand ce n'est pas nécessaire. Il faut savoir que ça fait plusieurs semaines qu'on a toute une production vidéo autour de Cody Rhodes, comment il se rétabilise, son rentraînement, etc. Mais ça s'arrête là, le cas de sa blessure, et tout s'arrête là. Sauf que là, ils sont allés un petit peu plus loin, et je pense qu'ils auraient pas dû aller un petit peu plus loin, je partageais le même avis que beaucoup de gens partagent. Euh, En effet, si vous l'avez raté, Cody Rhodes annonce qu'il sera bel et bien de retour au Royal Rumble. Et on a même eu des affiches comme quoi il fera partie du Royal Rumble, il fait partie des gens qui seront dans le Royal Rumble. Et tout le monde en mode, mais pourquoi? Pourquoi? Quel est l'intérêt de leur montrer ça? Parce que qu'on soit bien d'accord, on sait tous, au fond de nous, que Cody Rhodes allait revenir au Royal Rumble. Ça devenait une certitude. Bien sûr, bien sûr qu'il allait revenir. Je veux dire, faire autant de promos vidéo avant un des plus gros pay-per-view du mois, oui, tu sais qu'il va revenir. Mais tant que ce n'est pas acté, tant que ce n'est pas dit, il y a toujours ce petit doute qui persiste. Et c'est ce petit doute qui va faire popper la foule lorsque la musique de Cody Rhodes va retentir parce qu'ils vont être dans l'attente. Mais ils ne savent pas au fond d'eux, ils vont quand même se dire, attends, mais si jamais il revient pas, ça se trouve, il reviendra pas, tu vois, c'est possible. Alors que là maintenant, il n'y a plus de doute possible. Et c'est dommage parce que Cody, honnêtement, même si c'était sûr et certain, même si ce n'aurait pas vraiment été une surprise comme d'autres surprises, comme la surprise d'Edge au Royal Rumble 2020, bien sûr, ça n'aurait pas été une surprise de la sorte, mais ça aurait fait popper la foule et ça aurait directement lancé Cody sur le devant de la scène. Là maintenant, on sait très bien qui va arriver, donc qu'il arrive en 1, qu'il arrive en 10, qu'il arrive en 29, et ben ça revient au même. Et j'ai envie de vous dire, c'est tellement dommage, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, pour rendre ça excitant, la seule solution, c'est de refaire revenir Cody avant le Royal Rumble. Voilà, si on veut avoir un peu de surprise, si on veut avoir une pop d'un tour de Cody, il faut que ça se fasse. Il y a la semaine prochaine, il n'y a pas le choix. La semaine prochaine, il faut que Cody revienne. Littéralement. Sinon, quel est l'intérêt? Je ne comprends pas cette décision. J'étais déjà revenu sur le fait de spoiler les entrants au Royal Rumble, et sur quelques entrants, oui, je comprends l'intérêt, sur d'autres, je ne comprends pas. On est déjà à 11 personnes mentionnées, sur les 11, il y en a qui ne méritent pas d'être mentionnées, parce que ça ne dégage aucun intérêt de savoir qu'ils vont participer, mais Cody Rhodes, c'était la surprise, la surprise entre guillemets du Rumble, la personne qu'on attendait, la personne avec laquelle on avait envie de popper, vous voyez. Là, tout est gâché. Tout est gâché. Quel est l'intérêt de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je trouve ça, mais lamentable. Lamentable comme décision. Et c'est sur cette émotion que j'appréhende ce match de tag team entre les Street Profits et Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Alors, encore une fois, j'aime beaucoup les Street Profits, ils dégagent beaucoup de sympathie, ils ne dégagent pas un star power ultime, mais quand même, ils sont extrêmement legit. Et voilà, c'est une équipe qui est bien établie, que la foule aime beaucoup. En phase 2, on a Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui sont de nouveau sur le devant de la scène un petit peu. Ils étaient là au Tag Team Turmoil après la défaite. Et il y avait tous des délires autour d'MVP, comme quoi ils voulaient les faire revenir. Moi, quand je vois ce match, je me dis, ok, c'est un match pour builder un peu Alexander et Benjamin qui ont besoin de crédibilité. Absolument, ils en ont vraiment besoin. Et on a un match de 8 minutes qui est sympa, techniquement c'est bien ce qui se passe, c'est bien, c'est classique, ça build, c'est du back and forth, c'est du hot tag, c'est cool à regarder, c'est cool à regarder. Mais putain, encore une fois, je vous dis que Alexander et Benjamin ont besoin d'une victoire ici. Si on veut créer de la compétition pour les Street Profits, pour n'importe quel tag team dans le roster, il faut de la compétition, il faut builder notre équipe. Je veux dire, Shelton Benjamin n'a même pas de Titan Throne, il partage le Titan Throne de Cedric Alexander. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Ah, et bah vous savez quoi, bah évidemment, les Street Profits ont gagné.
Et comment tu veux crédibiliser une équipe après ça? Comment tu veux crédibiliser une équipe comme ça? MVP intervient pour donner la victoire à Sean et Cédric. MVP intervient, il y a une intervention et ils sont même pas foutus de gagner. La crédibilité est morte. La seule chose dans le match que j'ai pas trop aimé, hormis ça, c'est le fait qu'à un moment, on a Montez Ford qui sort du ring avec Cedric Alexander et Shane Benjamin. Et Angelo va leur sauter dessus, sur les trois. Donc littéralement, il saute sur son partenaire, il blesse son partenaire, c'est un gros move de pute. Et après, il est content, tu vois, il le redresse même pas, t'es en mode, mais... c'est que... La logique aux fraises qui va revenir. Et vous voyez, plus ça avance, rien ne m'excite et commence à avoir des choses vraiment, vraiment énervantes dans ce show. Et j'attends du lourd. Autant vous dire que j'attends du lourd là. Je commence à en avoir besoin de lourd. Heureusement, elle arrive toujours à pic parce qu'on va avoir une confrontation entre Becky Lynch et Bayley. Et c'est Becky qui fait son entrée. Toujours une bonne pop. Le star power de Becky permet de remotiver les gens à mater ce putain de Monday Night Raw. Ce qui fait plaisir. Elle arrive même par la foule à la Jon Moxley. C'est chouette, elle accueille les gens, elle est copine avec Seth Rollins qui vient de l'Ohio. Bon accueil, voilà, elle connaît bien la ville, elle se permet de traîner avec eux. Mais elle dit qu'elle n'a pas le temps de faire pop la foule puisqu'elle a du business à faire avec Bayley. Donc elle demande à Bayley de ramener son cul, elle demande à cette Karen de ramener son cul. Et les gens sont un peu en mode, qu'est-ce qui se passe que Bayley ne s'appelle pas Karen dans la vraie vie? Et ça va être le sujet de leur début de confrontation parce que Bayley va faire mais je m'appelle pas Karen, je m'appelle Bayley. Et Becky va redire non mais je te dis pas que tu t'appelles Karen, je dis que t'es une Karen. Et Bayley mais non mais mon nom c'est Bayley. Oh putain. Et on reste des plombes dessus et personne ne comprend, la foule ne comprend pas, je ne comprenais pas, Bayley ne comprend pas, personne ne comprend, seul Becky a l'air de comprendre. Et effectivement il faut savoir que traiter quelqu'un de Karen, quelque chose qui se fait dans les pays anglo-saxons. Une Karen, ça désigne une personne blanche, d'un âge assez mûr, comment dire, fait souvent appel à l'autorité pour obtenir des droits et se croit supérieur aux autres. D'un point de vue raciste, mais aussi ça peut se croire, se croire avoir des droits supérieurs aux autres. Voilà. Ce qui est vraiment le cas avec Bayley, l'insulte fait sens. Mais tellement de temps a été passé sur une expression qui ne fait pas mouche puisque personne ne la comprend. Je ne comprends pas pourquoi ils sont passés autant de temps dessus, ça m'a complètement sorti de la chose. Puis en plus on enchaîne juste après ça avec Becky qui était à deux doigts de lâcher un shit en plein milieu de la promo. Ils n'ont pas le droit de lancer des insultes par rapport à la diffusion, c'est normal. C'est normal, ils gagnent beaucoup d'argent et de droits grâce à ça et d'aide grâce à ça. En retour, on évite d'insulter. Sauf que Becky est une professionnelle, elle s'est retenue, elle a remplacé Shit par Pete. Donc voilà, belle retenue, ça montre le professionnalisme de Becky Lynch, hein, contrairement à d'autres personnes comme Jon Moxley qui, qui lui n'hésite pas à lancer des fucks alors qu'il est télévisé, qu'il est filmé et tout. Hein, je pense qu'à chaque fois Tony Khan et les diffuseurs se mordent les doigts. C'est peut-être un plaisir à gérer, les gens comme Jon Moxley. Mais bref, donc la promo commence pas très bien malgré tout le star power. Heureusement, on remet les rails sur place, elles sont efficaces, elles sont bonnes, elles savent ce qu'elles font. Et donc pour mettre les trucs efficaces, et ben voilà, on reparle des parcours respectifs. Becky dit qu'elle en a chié pour arriver au main event de WrestleMania, donc Bayley n'a pas eu faire la leçon. Bayley rétorque qu'elle est arrivée là parce que Nia Jax lui a foutu un pain. Et qui lui dit « bravo, quelle originalité, on ne l'avait jamais faite celle-là », bref. C'est classique, mais c'est réaliste, ça s'enchaîne, ça parle, ça se sera trash talk, c'est crédible. Et enfin, Becky dit, tu sais quoi, je veux juste me battre avec toi. T'acceptes? Oui, j'accepte. Je me battrai avec toi la semaine prochaine. T'acceptes? Oui, j'accepte. Je me battrai avec toi la semaine prochaine dans un match en steel cage. Ah, problème. Mais Bayley, à force, se retrouve un peu dans la panelle, est obligée d'accepter maintenant qu'elle se retrouve ici. Becky a eu ce qu'elle voulait, semaine prochaine, match en cage. Alors, j'ai mes frayeurs parce que le problème des matchs à cage avec ce genre de situation, c'est que c'est toujours... tout a été déjà fait et le problème, c'est que c'est souvent la même chose. Becky va en match à cage pour avoir un 1v1 équitable face à Bayley. Sauf que dans tous ces cas-là, ce qui a toujours été fait, et surtout à WWE, c'est qu'on sait très bien que Damage Control va intervenir, il va empêcher Becky d'obtenir la victoire directement, que la cage n'a aucun intérêt. Ça ne va pas stopper Damage Control d'intervenir, et même ça va même forcer Damage Control à intervenir quelque part. Donc on va avoir encore d'intervention, on n'aura pas un vrai match de cash crédible. Mais bon, on verra, les deux peuvent gagner, même si Becky a peut-être plus besoin d'une victoire actuellement.
Ça risque d'être très dur de nous surprendre, mais on verra bien. Peut-être qu'elles nous surprendront, ce serait chouette qu'elles nous surprennent avec ce match. En tout cas, il sera forcément bon s'il n'y a pas trop d'intervention. Je vais boire un petit coup d'eau. Je bois un petit coup d'eau parce que je vais en avoir besoin. Match suivant. Ah, match suivant. On a eu des trucs backstage qui se passaient, des petites conversations, comme quoi Elias voulait se battre, et MVP lui dit, tu sais quoi, tu vas te battre contre le futur vainqueur du Royal Rumble. Et il dit pas son nom. Il dit pas son nom. Mais il fait, voilà, tu vas avoir un match contre lui, et voilà, Elias pense que c'est MVP qui va se battre, moi je sais pertinemment que ce n'est pas MVP, il n'est plus en mesure de se battre maintenant, et lui aussi, il en a plus envie. Et effectivement, Elias est sur le ring, il attend, MVP arrive en costard, et il fait, voilà, l'entrée de celui qui va gagner le Royal Rumble. Et c'est Omos qui revient, hurrah! On est si heureux de revoir Omos, je veux dire, Omos, je l'aime beaucoup. C'est un grand lutteur, efficace, crédible. Je rigole, hein. Qui voulait revoir Omos? Mon Dieu! Ce n'est pas le sauveur de Raw. On peut se dire, ok, il a progressé après ces semaines off, il a dû s'entraîner et tout. Putain, c'est toujours aussi nul. C'est toujours aussi nul. Un grand dadais lourd, à l'acting mauvais, au coup pas puissant. Il n'y a ni vente de coups adverses, ni bonne vente de ses propres coups. Tout fait fake. Tout fait fake, on ressent rien, c'est mou, ça dure que 3 minutes et j'ai quand même skippé le match tellement je me faisais chier. Et ça ne dure que 3 minutes. Mon Dieu! Il y a eu tout ce truc à l'extérieur du ring où MVP menaçait Elias avec sa canne, et Elias a menacé MVP avec sa guitare, mais j'étais en mode, par pitié, mettez un terme à ce putain de match. Omos va arriver au Royal Rumble, apparemment il aura une bonne place puisque MVP s'est arrangé auprès d'Adam Pearce. On est tous très ravis de la chose, n'est-ce pas? Ce retour ne dégage rien, ce retour ne dégage absolument rien, il y a eu zéro pop, zéro hit pour Omos. C'est naze Omos, c'est naze. J'ai rien d'autre à dire, c'est naze. On a un match tag team, le Judgment Day affronte Alpha Academy, en l'occurrence Damien Priest et Dominic Mysterio affrontent Chad Gable et Otis. Qui a envie de voir ce match? Je veux dire, qui a encore envie de voir Alpha Academy? Putain, mais... je commence à être... Comme je vous disais que c'était laborieux, c'est laborieux ce show. Hein. C'est très laborieux. Chad Gable et Otis avec leur chut, avec leur yeah, c'est d'un cringe, ce sont des blaireaux. Ce sont des blaireaux. Ça ne me fait pas rire, ça me rend juste dans un état de malaise incroyable. Vous avez pas MD, et j'aime bien Judgment Day, j'aime bien Damien Priest, j'aime bien Dominic Mysterio. Et encore une fois, c'est eux qui m'ont permis de rester attentif devant ce match. L'histoire est toujours la même. Damien Priest s'occupe de tout. Dominic Mysterio se fait bolos la gueule. Rhea et Finn gèrent l'arbitre pour faire de la triche. Voilà, on est sur une construction basique. Sauf que dans ce match, il y a eu une incohérence arbitrale énorme. Énorme. Et je ne suis jamais d'accord avec ça. L'arbitre a été complètement enterré dans ce match. C'est absurde ce qui se passe. Pour la faire courte, Damien Priest commence à se faire gérer par Otis. Dominic parvient à faire le tag sur Damien Priest. L'arbitre l'a vu, dit tag. Mais Otis ne l'a pas vu. Donc, l'homme légal est Dominic Mysterio. Sauf qu'Otis continue à martyriser Damien Priest. En temps normal, dans ces cas-là, Dominic devrait intervenir immédiatement, surprendre Otis, faire un roll-up pour qu'il soit et obtenir la victoire. Mais ce qui se passe, ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que Dominic, qui est l'homme légal du ring, est à l'extérieur du ring pendant une durée, mais énorme. Énorme. Otis continue à bolos Damien Priest, puisque pour lui, c'est l'homme légal du ring. Et l'arbitre a les yeux rivés sur Otis et Damien Priest comme si c'était les deux hommes légaux. Sauf que l'arbitre sait que c'est Dominic l'homme légal. Et il ne compte à aucun moment. Tout ceci pour justifier le scénario. Parce que le booking naze. Parce qu'il ne faut pas que Alpha Academy sache que Dominic est l'homme légal. Du coup, total bullshit. Total bullshit. Je dis bullshit à ça. Non, c'était naze. C'était complètement naze. Évidemment, à la fin, au bout de je ne sais combien de temps, Dominic aurait dû se faire disqualifier, mais 100 000 fois, il intervient.
Je sais même plus comment se termine le match à vrai dire. Je ne sais même plus comment il se termine. Mais il me semble que c'est Dominique qui fait le tomber. Alors oui, si tu prêtes pas attention, si tu dis mais pourquoi tu prêtes attention à ça? On s'en fout, c'est du catch, de toute façon c'est faux. Non, je suis désolé, mais je demande de la crédibilité. J'ai besoin de croire à ce que je vois, c'est toujours pareil. Et si l'arbitre lui-même ne fait pas son job, je ne peux pas croire et m'investir dans ce match. Surtout quand je regarde Alpha Academy en plus, putain, bordel. Otis a réussi à botcher une descente du coude, s'il vous plaît. C'était naze. C'était naze. C'était pas ouf. Heureusement, encore une fois, que Rhea Ripley, que Finn Balor sont divertissants extérieur du ring, que Damien Priest est toujours aussi bon et charismatique, que Dominique nous fait toujours autant rire dans les moments où il se fait bolos. Voilà, heureusement que Judgment Day est une bonne équipe. Parce que c'est catastrophique en termes de booking et en termes d'adversaire qu'Alpha Academy. Mon Dieu. Je vais encore boire un petit coup d'eau. J'en ai besoin, cher fan de catch. Parce que, accrochez-vous, restez accrochés à vos sièges, restez devant votre télé ou devant votre ordinateur. Ce n'est pas fini parce que c'est Michin qui arrive. Ouais, Michin, le projet Michin. Le projet de Babyface Michin qui affronte Io Sky. Quand Michin arrive, on écoute la pop. Y a pas de pop. Wouh, qu'est-ce que ça marche bien. Non, ce projet de Babyface ne fonctionne pas. Et accompagner ça avec l'autre projet de Babyface qui va accompagner Michin, c'est Candice LeRae. Faites une pop. Super, on est ravis. Putain, quel show épouvantable. Oh mon dieu. Techniquement, encore une fois, c'est pas mauvais. Michin Io Sky, techniquement, c'est pas mauvais. C'est juste que il y a aucun charisme. Il manque ce truc. Il manque l'acting. Il manque les mimiques. Elles sont toutes là à faire cette erreur que je retrouve dans beaucoup de matchs d'amateurs. J'exagère, mais de gens pas suffisamment expérimentés plutôt qu'amateurs. Et particulièrement dans les matchs féminins, assez étrangement, c'est les catcheurs qui, pour obtenir une pop, se mettent à gueuler. Et ça gueule, et ça gueule, et ça gueule. Et personne ne fait ça. En tout cas, tu peux le faire, mais à un moment clé, gueuler quand d'un coup tu sens l'énergie en toi qui est pour abattre l'adversaire en une seule fois. C'est ce que fait Drew McIntyre extrêmement bien. Drew McIntyre gueule, mais à un seul moment pendant le match, au moment de son comeback. Ça, il le fait bien. Quand tu gueules tout le temps, ça te casse les oreilles et ça ne raconte rien. Tu passes juste pour une hystérique. Et je vois beaucoup de matchs féminins où apparemment pour être quelque chose, il faut être hystérique. Est-ce que Becky Lynch gueule? Est-ce que Bianca Belair gueule tout le temps? Non. Non. On réserve ça au moment important. On essaie d'être crédible dans un match. On essaie d'avoir juste l'acting. On souffle, on respire. On parle, on trash talk, il y a plein de manières de gagner de la hit ou gagner de la pop, mais gueuler à outrance, ça ne raconte rien. Bref, c'était pas le meilleur exemple de match où ça gueule à outrance, j'en ai vu des pires, mais voilà, je l'ai eu pendant ce match, ça m'y a fait penser, et c'est la seule chose que j'ai raconté dans un match de 4 minutes 30 où Michin obtient la victoire, parce que Dakota Kai n'arrive pas à intervenir convenablement à cause de Candice LeRae, du coup Io Sky se mange le hit defeat. Voilà, victoire des babyface, entre guillemets, hein, vu la pop qu'elle dégage, mon dieu. Dakota Kai, je pense que Dakota Kai dégage plus de pop que Michin et Candice réunis. Mais bon, ça fait passer le temps, j'imagine. Segment suivant, c'est... Ah, cool, le retour de Bianca Belair, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Malheureusement, Bianca, j'ai beau vraiment bien apprécier Bianca. Elle est bloquée actuellement dans cette rivalité avec Alexa Bliss. Encore une fois, pas de problème. Le problème, c'est que le tonton Audi est aussi lié à cette storyline et a tendance à flinguer cette rivalité qui pourrait être bonne, hein, mais malheureusement, il la flingue beaucoup. Cependant, pour ce segment en particulier, eh ben, je vais vous dire, c'était chouette. C'était chouette puisque le tonton Audi est quand même resté assez loin. Alors, on va en reparler pour ceux qui ont vu le show, évidemment, mais il est resté assez loin pendant un long laps de temps et c'était cool. Bianca arrive, elle dit que c'est cool de revenir, elle veut se frotter à Alexa. Alexa arrive et elles vont direct à l'essentiel. Bianca dit, je te propose un match championnat au Rumble.
Alexa fait ok, où est la couille? Bianca, y a pas de couille. Ok, et ben j'accepte. Ok, maintenant on se déglingue. Ok, voilà, et elle se met sur la gueule. C'est cool, c'est simple, c'est efficace, ça fait vrai. Elle commence à se foutre sur la gueule. Bianca qui arrache ses boucles d'oreilles en plein milieu. Ça rajoute de la crédibilité, ça rajoute du vrai. Bam, 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 on se bagarre, on va dans le public. Bianca installe des chaises, prête à faire son finish sur Alexa Bliss. Et c'est là que tonton Audi se ramène pour le plus grand plaisir. Mais vous savez quoi? Il agit comme n'importe quel catcheur agirait pour faire une distraction. Juste, il est un petit peu loin. Il regarde Bianca. Bianca est distraite. Alexa en profite pour prendre son finish sur le sol. Un gros DDT sur Bianca sur le sol. Tonton Audi lui fait coucou. Il n'y a pas grand chose de surnaturel hormis toute la fumée, les effets de lumière comme d'habitude. Mais il n'y a pas de montage bizarre. Il n'y a pas de contrôle cérébral sur Alexa Bliss. C'est une distraction classique. Et ça aurait pu être une distraction faite par n'importe quel catcheur. Et pour la première fois, j'ai vu un angle avec l'oncle Audi qui ne m'a pas dérangé. C'est chouette des fois. C'est chouette. Attention, je n'étais pas ravi de le voir, mais il ne m'a pas dérangé. Et c'est une marge de progrès. Alors je doute bien que la semaine prochaine, on va revenir dans le surnaturel, toutes ces conneries. Mais là, en l'état, c'était chouette. Voilà, un segment classique, ça se fout sur la gueule, bam bam bam. C'est chouette, c'est crédible. Semaine prochaine, ils vont s'affronter dans un match pour le championnat. On a plutôt hâte de voir ça, en espérant que l'oncle Audi reste très loin de ce match et des lutteuses. Et vous vous rendez compte qu'à ce rythme-là, j'ai déjà terminé un show normalement. C'est le 10e segment sur le ring du show. C'est énorme, en général, ça s'arrête à 7 ou 8, même pour Raw. Même pour Raw s'arrête à 9 en général. Et là, on va aller jusqu'à 11 segments. C'est énorme, il y a eu trop eu de segments à la con, qui durent pas longtemps, qui ne racontent rien, ou qui le racontent mal. Et là, on a encore un match squash glorifié entre Bronson Reed et Akira Tozawa. Et à ce moment-là, je suis en mode, mais pitié, je veux juste arriver au main event. Et c'est dommage que je se rende ça parce que les deux catcheurs ont fait un super taf sur le ring. De tous ces matchs squash glorifiés qu'il y a eu pendant le show, de ce manque de star power, de élévation, de nouveaux talents, clairement, celui-là a écrasé la compétition par rapport au reste du show. C'était clairement le meilleur match de tous ces build-up de nouveaux talents. Et on va parler surtout de Bronson Reed, parce que Bronson Reed, je crois en lui. De tous ceux que j'ai vus, de tous ceux qu'on a vus, c'est-à-dire Omos, Michin, Io Sky, qui y avait eu d'autres, Cedric Alexander, Shane Benjamin, et voilà, c'est déjà pas mal. C'est clairement celui en qui je crois le plus. Il a le physique, il a l'acting, il est menaçant. Ses coups font vrai, ses coups font brutaux, ça fait lourd, mais dans le bon sens du terme. Akira, en face de lui, personne ne croit en Akira Tozawa. Mais putain, il s'est donné. Il a un bon ceiling, il a eu un bon jeu, il est arrivé à faire pop la foule. Bravo Akira, et aussi bravo à Bronson Reed d'avoir dégagé tant de menaces et de lourdeur que Akira a pu faire une bonne pop. Mais les deux ont donné. Les deux sont donnés pour arriver à ce résultat de 5 minutes 20 efficace, qui raconte quelque chose, qui élève Bronson Reed sur le devant de la scène. C'est bien. C'est bien, il a juste au final lui sauté dessus pour obtenir la victoire. Et c'est le seul de ces matchs où je me suis dit ça. Je me suis dit, je veux revoir Bronson Reed. Et c'est le but de ce genre de segment. Et c'est le seul qui est arrivé du show. C'est le seul. À la fin, il a la cam de manière intimidante. Et vous savez quoi? Il m'a beaucoup rappelé Samoa Joe. Et dire ça, c'est un excellent point parce que je suis très fan de Samoa Joe. Bravo Bronson Reed, bravo Akira Tozawa. Vous avez fait un bon filler, entre guillemets, d'avant main event. Un bon filler d'avant main event. C'était bien. C'était très très bien. Et nous y voilà. Le main event. 6 catcheurs vont s'affronter dans un match à élimination. Le dernier survivant de ce match affrontera Austin Theory la semaine prochaine pour le titre des États-Unis. Et tout le star power, presque tout le star power, est réuni dans ce main event. On a Bobby Lashley qui affronte Seth Rollins, qui affronte Finn Balor, qui affronte Baron Corbin et qui affronte Dolph Ziggler et The Miz. Moins de star power, mais quand même, on a une belle triade, Bobby Lashley, Seth Rollins et Finn Balor, qui sont présents, beaucoup de star power dans ce main event. Et c'est compliqué à booker ce type de match. C'est très compliqué à booker, ça fait tout de suite extrêmement chaotique.
Au départ, on a 6 personnes dans le ring, donc forcément, c'est une convention, mais c'est normal pour de la lisibilité. Tout le monde libère le ring pour laisser juste 2 personnes dedans pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Et c'est un bon début de match parce que, en termes de storyline, on a toutes les vieilles rivalités du passé qui s'affrontent. On a Seth Rollins et Finn Balor, logiquement, ceux qui ont ouvert le titre universel dans leur rivalité. On a Dolph Ziggler et The Miz qui étaient dans une super rivalité à SmackDown en 2016 à l'époque, qui était très très chouette. Et Bobby Lashley et Baron Corbin qui étaient en alliance, qui faisaient une faction de Drew McIntyre à l'époque. Donc voilà, de vieilles rivalités du passé qui s'affrontent. C'est chouette, c'est assez dynamique, même si bon, c'est pas très lisible. On a forcément, qui dit match avec beaucoup de personnes, dit le spot du méga superplex, c'est une convention de la WWE maintenant, et c'est un spot qui ne dégage plus rien alors qu'il est extrêmement impressionnant. Vous savez, c'est quand on a 2 catcheurs prêts à faire un superplex sur un autre catcheur, en l'occurrence Seth Rollins, et là il y a Bobby Lashley qui se met en dessous et qui fait un suplex sur les 2 du dessus, donc on a 3 personnes qui se mangent un suplex. Voilà, c'est un spot qui est devenu classique alors qu'il est impressionnant parce que voilà, c'est le genre de spot qu'il faut réserver, qu'il faut garder. Et là, le WWE a rabâché ce segment à outrance. C'est simple, si vous voyez un match avec 4 personnes qui s'affrontent en même temps dans le ring ou plus, il y aura ce spot. C'est une certitude. Faites le calcul et vous me reparlerez si vous voyez un contre-exemple. Mais bref, à la fin, tout le monde target Bobby Lashley, ce qui est logique. J'ai beaucoup aimé l'écriture de début de ce combat. À la fin, Miz se prend le finish de Seth alors qu'il était en train de soumettre Dolph Ziggler. Miz est éliminé. C'est un très très bon début. Il reste 5 personnes et vient maintenant la partie Spotfest. On est parti, c'est pas quelque chose dont je raffole, mais tout le monde se saute dessus. On a Seth qui crache sur Austin Theory par rapport à leur rivalité. On a des annonces de courte durée qui sont chouettes entre Finn et Baron Corbin et entre Seth et Dolph Ziggler. C'est cool, à la fin, Dolph Ziggler fait un peu le café, il saute sur tout le monde à la fin. Il plaque des super kicks sur les gens. Mais il se fait rattraper par Seth Rollins qui le pin sur un pedigree. Dolph est éliminé. Ce que je voulais dire là-dessus, je n'ai plus le souvenir. Donc on va passer à la suite, excusez-moi. Je voulais dire un truc et j'ai complètement oublié. Tant pis. Tant pis. Dolph Ziggler est éliminé. Vient la 3e partie où c'est Bobby Lashley qui gère cette partie. Il calme tout le monde. Voilà, tout le monde essaie de l'agresser, mais c'est lui le plus fort, etc., etc. Et à un moment, MVP se ramène avec Omos. Bobby Lashley est distrait et il est tellement distrait qu'il ne voit pas Baron Corbin rentrer sur le ring à ses pieds. Et du coup, il se mange des coups de Baron Corbin. Encore une fois, gros bullshit. Gros booking forcing. À 0 ans, Bobby Lashley passe pour un gros demeuré à ce moment-là. Ce qui entraîne du coup Finn Balor à faire un coup de grâce sur Bobby Lashley. Là, on se dit, ah merde, mais il va se faire éliminer. Sauf que Seth Rollins place son curbstone sur Balor et élimine ce dernier. Et là, je me dis, mais pourquoi? Ok, là, le booking commence à faire aucun sens. Ça commence à faire aucun sens. Déjà, Bobby qui ne remarque pas Baron, on est sur du mauvais booking. Mais là, Seth Rollins qui empêche Balor d'essayer de faire un pin sur Bobby Lashley, qui est la personne la plus forte de ce match. Pourquoi? Je sais que Bobby et Seth sont des babyface. Et qu'ils n'ont pas cette pensée là. Ils sont en mode non, mais de toute façon, le but c'est de gagner tout le monde et voilà. Mais putain! Si on fait preuve de logique, si l'opportunité c'est une opportunité, si la chance c'est une opportunité au titre de Austin Theory, mais tu t'en bats les couilles des face et des heels, c'est chacun pour soi. Et si t'es le plus fort du match, et ben on se met tous sur toi, point barre. Et là-dessus, ça a fait preuve de beaucoup de manque de logique, et il va en refaire preuve par la suite, vous allez voir. Donc voilà, j'étais pas très ravi de cette élimination, et ça sent un peu le début du roussi. Parce qu'ensuite on a Seth et le Baron qui se battent à l'extérieur, mais Omos va intervenir en attaquant Seth Rollins. Alors on dirait du coup qu'il veut aider le Baron. Le Baron, bah ok, il rentre dans le ring. Et il se mange l'inspire de Lashley, voilà, victoire de Bobby Lashley. Il reste plus que Seth Rollins. Donc il reste les 2 catcheurs qui étaient sûrs d'arriver en finale. Ce qui est chouette. Et là, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, Austin Theory, directement, il claque un gros coup de titre sur Bobby Lashley. C'est logique, il pense que c'est l'homme le plus fort, il a déjà battu Seth Rollins. Austin Theory, il veut affronter Seth Rollins, c'est pas Bobby Lashley, surtout pas. Donc voilà, il y a la logique qui est là-dessus.
Et Omos attaque, fait un gros chokeslam à Austin, qui résiste, enfin il ne se mange pas le chokeslam en fait. Et Rollins, encore une fois, fait preuve de manque de logique, et il est là à stomper Omos, et ensuite agresse Austin Theory. Mais pourquoi, Seth? Pourquoi tu fais ça? Austin et Omos sont dans le ring, Lashley vient de se prendre un putain de coup de titre, Seth, tu rentres dans le ring et tu fais un tombé, tu fais un stomp sur Lashley, tu prends la victoire. Mais non, il est occupé à attaquer Austin Theory pour je ne sais quelle raison. Du coup, c'est trop tard, il rentre dans le ring, il se mange un spear, victoire de Bobby. Et oui, le résultat est bon. Oui, de toute façon, il y avait deux vainqueurs potentiels, c'était Seth Rollins et Bobby Lashley. On a déjà vu Seth Rollins, Bobby Lashley a fait son retour, voilà, c'était logique que Bobby l'emporte. Tout un match pour arriver à là, oui, c'est bien, ça rajoute du kayfabe, c'est chouette. Le résultat est bon. Mais qu'est-ce que c'était bordélique pour en arriver là? Et celui qu'on a fait le plus les fraises, c'est Seth Rollins. Deux décisions stupides. Alors que Seth Rollins, c'est la star d'Euro, c'est le plus gros babyface d'Euro, littéralement. Il mérite pas ce type de booking, Seth Rollins. Il mérite pas ce booking après autant de crédibilité et de star power. C'est franchement dommage. C'était laborieux, on arrivait au final, c'était quand même divertissant comme main event malgré toutes ces erreurs de booking. Le star power était tel qu'on restait captif et le côté éliminatoire rajoutait un peu d'enjeu et d'évolution à ce match. Donc on restait pris dedans. Mais franchement, c'était pas terrible. 23 minutes de match, 23 minutes de main event. C'était pas terrible. Franchement, ce Raw était laborieux. Laborieux. Beaucoup d'erreurs de booking. La semaine prochaine, on va avoir un Raw qui risque d'être extrêmement divertissant et prenant avec beaucoup de noms, beaucoup de retours, des stars, des légendes, Roman Reigns présent, des gros matchs de championnat. Voilà, ça va être un full package, ça va être bien compact comme Raw. Ça risque d'être chouette et on enchaînera ça avec le Royal Rumble. Donc voilà, semaine prochaine risque d'être cool. Là-dessus, je comprends que vu que tout est buildé, tout est briqué dans ce show de la semaine prochaine, là il y avait clairement un manque, il y avait clairement des choses à placer et ils en ont chié, clairement. Et encore une fois, vous voyez quand on doit faire les frais de builder un gros show de Raw la semaine prochaine et qu'on doit quand même builder 3 heures actuellement, c'est très compliqué. Et le show de cette semaine, on a fait les frais. Je ne suis pas non plus énervé. Rien ne m'a énervé. J'ai été pris pour un con pour des heures de booking, mais je me suis pas senti humilié en regardant ce show non plus. Ça va. C'était vraiment pas ouf, pour faire simple. C'était Kozak. Oh, petit point d'ailleurs, apparemment, il y a eu aussi une réunion d'avant-show où Triple H a réuni un peu Superstar pour les rassurer par rapport à l'affaire Vince McMahon. Il l'a fait à SmackDown, il l'a fait à Raw. C'est chouette de sa part. J'espère qu'il ne fait pas preuve de mauvaise foi en faisant ça. J'espère que ça justifie bien le fait que rien de grave va ne se passer, que Vince ne va pas reprendre le contrôle créatif. Nous l'espérons tous en tout cas, c'est chaud de la part de Triple H de faire ça. Voilà, petit point là-dessus. C'était Kozak, on se retrouve très bientôt pour parler de AEW Dynamite. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bande de fans de catch.